Donc bonjour et bienvenue à cet atelier de microscopie numéro 4 où on va parler dans cette troisième partie de l'automatisation en microscopie. Pourquoi, comment et comment faire ça. C'est un atelier offert par le Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal avec toujours la même équipe, Aurélie, Emmanuel, André et moi-même de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors, l'automatisation, c'est quoi? C'est un processus qui permet de rendre automatique certains traitements d'images ou d'analyse d'images. Pourquoi et quand et comment automatiser le traitement d'images en microscopie? Déjà, pourquoi? Parce que c'est bien plus rapide que de le faire à la main. En fait, oui et non, ça dépend. Si j'ai des cellules à compter, j'ai une image à compter avec 40 cellules dessus. Je pense que ça va me prendre environ 3 minutes à faire, donc je vais le faire à la main. Par contre, si j'ai beaucoup d'images à traiter, si j'ai une centaine d'images à traiter et que j'ai 40 cellules par image, peut-être ça sera plus intéressant d'avoir un processus automatisé pour les compter. Sachant que toute automatisation n'est pas parfaite, il y a toujours un biais dans l'automatisation. Euh, donc ça, il faut toujours le garder en tête. Souvent, on compte des cellules sur une image et on se dit, ah ben, j'ai juste à le faire une fois et ça suffit. Euh, donc peut-être que j'ai 10 images. Mais en fait, ça arrive très souvent que les expériences doivent être faites, refaites et refaites et une bonne dizaine de fois. Donc ça vaut peut-être l'investissement de faire un script ou d'automatiser une petite partie de l'analyse pour pouvoir refaire les choses plus rapidement par la suite. La grande question, c'est combien de temps ça me prendra pour programmer cela. Si vous êtes débutant, c'est sûr que ça peut prendre beaucoup de temps, mais vous n'êtes pas les premiers à être passés par là. Il y a des ressources en ligne, il y a beaucoup de gens qui ont créé des plugins qui font le travail que vous cherchez à faire. Donc, peut-être passer un peu plus de temps à les chercher plutôt qu'à les créer. Après, si vous arrivez à programmer facilement, et je vais vous montrer quelques astuces pour le faire, peut-être que vous pouvez créer vos propres macros et les appliquer. Ça, des fois, ça marche très bien. L'automatisation, c'est plus fiable et c'est plus reproductible. Ce qu'on demande en recherche, c'est une sorte de traçabilité dans les données. L'automatisation, ça permet d'avoir une traçabilité. Vous avez juste à intégrer le code que vous avez utilisé pour traiter vos données et dans l'article scientifique que vous publiez. Et ça permet de tracer comment de l'image initiale, on est passé à une image ou une quantification d'image. Et c'est non biaisé la plupart du temps. Donc, sauf s'il y a un ajout de l'utilisateur, la plupart du temps, l'automatisation est non biaisée. Donc, on va faire un exemple encore dans ImageG. On va aller dans ImageG. On va fermer ça, on va fermer ça. On va... Oups, non, on va pas fermer ça, on va fermer ça. Et on va ouvrir Blobs. Donc, admettons qu'on ait à compter ces petites cellules ici, un par un. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir traiter mes données pour pouvoir compter ensuite ces cellules. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'aller en plugin, macro, et faire un macro recorder, ou le raccourci commande et U. Et tout ce que les actions que je vais faire vont être enregistrées par le macro recorder. Par exemple, si je dessine un carré, il a dit, il indique, fais un rectangle de 30 à la position 30-38 de largeur 176-176 et de hauteur 176. Donc vraiment, toutes les actions que vous allez faire vont être enregistrées dans la macro. Ce que moi j'aimerais faire, c'est peut-être faire un thresholding. Donc je vais lancer mon thresholding. Je vais dire que j'ai un dark background. Puis je vais sélectionner mes cellules. À peu près comme ça. Oups. Ah, voilà. Donc je vais dire que j'ai un light background et que je veux sélectionner ces cellules-là. Et cliquer Apply. Après, je veux faire un watershade. Process binary watershade. Et voilà, il m'a séparé un peu mes cellules. Et après, je vais faire un analysis particle avec tous les résultats. Voilà. Il m'a compté absolument tout sur l'image. J'en suis bien content. Il m'a compté 68 blobs.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette macro ici. Je vais cliquer Create, puis tout ce qui est dans la macro va être exécuté quand je vais appuyer sur le bouton Run. Vous voyez que ici, la macro continue à enregistrer mes actions. Donc ça m'intéresse pas, je vais l'enlever. Faire le rectangle, ça m'intéressait pas vraiment. Par contre, set auto threshold, ça m'intéresse. Le set threshold 126-255, ça m'intéresse aussi. Donc, comme je l'ai fait plusieurs fois, je vais juste garder celui qui défaut no reset. Et je vais garder cette option. Run convert to mask, run close, on peut l'enlever. Run watershed, je vais le garder. Run analyze particle, je vais le garder. Run close, on l'enlève. Tout ce quand je mets deux barres obliques, ça veut dire que c'est des commentaires et ça sera ignoré par l'application. Donc, je vais réouvrir Blobs, puis je vais faire Run. Et voilà, il m'a fait mon analyse et j'ai mes résultats. Je pourrais même sauvegarder mes résultats directement, euh, dire à ma macro de sauvegarder ça dans un endroit défini. Donc ça, c'est comment générer une macro assez rapide et puis l'appliquer sur une image qui est déjà ouverte. Et des fois, c'est plus intéressant d'appliquer une macro sur un dossier qui contient plusieurs images. Donc je vais copier cette macro. Oups. Je vais copier cette macro. Donc, je la sélectionne, je copie. Et après, je vais dans Process, Batch, Macro. Et puis, je vais lui dire où est-ce que se trouve mon dossier input, où est-ce que se trouve mon dossier output, et puis quel macro faire. Donc, je vais prendre mes images de DAPI qu'on a vu tout à l'heure. Séance 4, data, DAPI. Je vais garder juste les 4 images de DAPI. Voilà. Et je vais lui dire mon input, c'est ce dossier-là. Puis mon output, ça va être mon bureau. Voilà. Et donc là, je vais cliquer sur Process, et puis il va ouvrir chaque image, il va faire cette analyse, puis il va refermer les images. Et puis il va me donner le compte pour chacune des images qui a été créée. Donc 38, 76, 48. Faut savoir que c'était les mêmes paramètres que pour Blobs. Donc je ne sais pas si c'est relevant, mais on va pouvoir regarder les images qui ont été sauvegardées. Donc c'est absolument pas relevant parce qu'on a fait on avait un dark background sur un 1, et puis l'autre, c'est une image en fluorescence. Donc, mais le principe est le même, c'est que vous pouvez faire rouler une macro sur un dossier complet sans apprendre forcément à coder. On va voir ça. Donc, cette macro-là, j'en ai plus besoin. Et on peut aller dans Image, Batch, une process Batch Macro. Et je peux enlever cette option, en fait. Donc là, il m'a analysé les 4 images, puis il les a re-sauvegardées. Non, il faut modifier le code. L'idée, c'est ça, c'est de faire rouler une macro sur un ensemble de dossiers. Après, je peux vous montrer des choses un peu plus compliquées. Euh, que des gens comme moi ou d'autres sont nombreux en fait ont développé. Euh, Là, par exemple, j'ai fait une macro pour tester toutes les méthodes de thresholding. Donc, on va aller voir ça. C'est intéressant. Des fois, vous voulez savoir quelle méthode de thresholding utiliser. Donc, pour ça, ce serait bien d'avoir un exemple qui va nous montrer toutes les méthodes de thresholding avec une image donnée. Donc, j'ai créé une macro que je pourrais vous mettre en commun. Cette macro, elle est là. Elle ouvre Blobs, puis elle va appliquer tous les paramètres de thresholding sur Blobs. Donc, on va faire Run. Ah, ben là, ça marche. Donc, on a toutes les méthodes de thresholding qui sont affichées ici. Et on peut choisir celle qui correspond le mieux à l'image, à la première image. Donc, ici, on voit que celle-là, par exemple, ne fonctionne pas bien. Celle-là est un peu trop stricte. Celle-là est correcte.
Celle-là est correcte aussi. Celle-là est pas mal. Donc peut-être que j'utiliserai la fonction isodata pour, faire ma segmentation, ou transformer en binaire. Donc voilà, la macro pour faire ça, c'est assez simple. On peut la lire ici. C'est grosso modo ouvrir blobs, prendre le numéro de l'image. En fait, chaque image ouverte a un numéro et prendre le titre de l'image, comment elle s'appelle, puis la dupliquer. Et puis le titre de la nouvelle image dupliquée va s'appeler comme l'image originale, mais on va rajouter le texte original ensuite. Et après, on va faire ça plusieurs fois de suite en changeant le nom par défaut et appliquer le auto threshold par défaut, ou le Yang, ou le intermode, ou le isodata, etc., etc. Donc c'est un peu redondant à écrire, mais ça fonctionne bien. Et puis cette macro peut vous être utile parce que si vous enlevez la première ligne comme ça, puis que vous ouvrez une autre image comme celle colonie, vous pouvez le faire avec vos propres images à vous. Et donc là, on va pouvoir choisir celle qui permet de discriminer le mieux mes colonies. Donc celle-là, ça prend que les colonies les plus intenses, par exemple. Donc voilà un exemple de macro qu'on peut faire, qu'on peut réaliser pour se faciliter la tâche hein, à tous les jours. Un autre chose un peu plus compliquée qu'on peut faire, c'est générer des plugins carrément. Moi, j'ai développé un plugin qui s'appelle Spinal Code Mapper. Et pour installer ce plugin, c'est assez facile. On va le mettre. On télécharge en fait le plugin qui est un fichier .jar, J-A-R. Et il est ici, séquence 4, 3. Donc ce fichier jar, c'est quoi? C'est un fichier zip en fait. Et à l'intérieur, il y a des macros que moi j'ai écrits. Il y a des macros que j'ai écrits qui sont ici dans le dossier macro, qui permettent de faire des fonctions spécifiques. Donc si vous l'ouvrez, ça va vraiment être une macro avec bon, un peu longue, un peu plus compliquée que la normale, mais qui va faire des fonctions bien déterminées. Je vais vous montrer à quoi ça sert, par exemple. Si on va dans Spinal Pond Mapper, on ouvre la toolbar. Oups. Et si j'arrive à la mettre ici. Donc, une fonction qui est très utile, enfin, que je trouve très utile, c'est que, par exemple, quand on a des images qui sont sauvegardées avec un logiciel qui s'appelle Volocity, il va sauvegarder les images, chaque couleur indépendamment, en les appelant C1, C2, C3. Donc, si je les ouvre, voilà, j'ai mes trois images, c'est trois channels différents. Et vous voyez que l'image est beaucoup plus grande que la normale. On va comprendre celle-là aussi. Donc, trois couleurs différentes, mais elles sont sauvegardées. J'aimerais bien les combiner. Donc, je peux les ouvrir manuellement et les combiner, mais si j'ai 200 images, ça va être un peu compliqué. Donc, j'ai fait une macro qui s'appelle Merge Images, qui grosso modo vous demande de sélectionner un dossier, en l'occurrence le dossier démo image, puis qui vous demande de combien de channels vous voulez combiner. Donc, moi, j'en ai trois. Et puis, comment s'appellent vos canaux? Donc, moi, mes canaux s'appellent, c'est un suffixe qui s'appelle underscore C1, underscore C2, underscore C3. Donc, ils sont écrits ici, et puis je peux les renommer. Par exemple, Hutch, Wilson. Et en cliquant sur OK, il m'a créé un nouveau dossier où j'aurai que deux images, mais chaque image sera la composite des trois couleurs. Donc ça, c'est assez pratique pour combiner des images. J'ai fait d'autres fonctions qui sont en rapport avec le projet sur lequel je travaillais. Et une des choses que j'aimais bien, c'était l'alignement et la registration. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, si on prend mes images merge, on peut on peut ça nous affiche chaque image, puis ça va nous dire en fait quoi faire. En l'occurrence, je vais définir des points d'intérêt sur mon image.
9 points d'intérêt sur cette image-là. Il va aller sur l'image suivante. Je vais dessiner les 9 points d'intérêt aussi. Puis après, il va m'aligner en fait mes points d'intérêt ensemble, Même s'ils sont pas. même s'ils sont pas exactement au même endroit. Donc voilà, il a fini son travail. Et ici, je devrais avoir deux images que je peux ouvrir ensemble, qui vont être centrées et tournées dans le même sens. Donc je pourrais après les mettre ensemble pour. Il y a aussi un autre truc qui s'appelle Manual Cell Detection, qui est assez intéressant, que je vous invite à utiliser même si vous voulez faire pas d'automatisation. Et vous ouvrez cliquez sur Manual Cell Detection, vous sélectionnez le dossier qui contient vos images. Donc moi je vais utiliser Desktop Spinal Cord Merge. Et donc là, il nous demande de compter nos cellules. Donc je vais aller dans mon channel bleu par exemple. Je vais l'afficher en gris parce que c'est plus facile. Donc ça, c'est mon premier channel, j'ai rien à compter. Deuxième channel, j'ai rien à compter. Troisième channel, c'est là où je veux compter mes cellules. Donc je vais compter mes cellules. Hein, il y en a plein. Et quand je suis content, je clique OK. Puis je vais faire pareil pour ces cellules-là. Je vais compter que les grosses. Et je vais cliquer OK. Puis j'ai utilisé qu'un seul compteur, donc je peux l'appeler par cellule, par exemple. Et maintenant, ce qui m'a créé, c'est un nouveau dossier avec les coordonnées de détection des images. Donc il y a les régions d'intérêt, et il y a les résultats, en fait, le nombre de cellules qui ont été comptées et l'information pour chaque cellule. Ça, c'est très important parce que ça vous permet de tracer, de retracer en fait ce que vous avez fait. Si quelqu'un vous demande combien de cellules vous avez comptées et vous lui répondez j'ai compté sur un bout de papier, je suis pas capable de vous dire quelles cellules j'ai comptées réellement, ça va poser problème. Ici, vous avez de la traçabilité, vous pouvez définir en fait ce que vous avez compté en utilisant ce, ce ROI. Celui-là? Celui-là. En tout cas. Voilà un exemple de choses que vous pouvez coder, que vous pouvez faire par vous-même ou réutiliser de quelqu'un. Voilà pour aujourd'hui. Des questions. Merci, je vous remercie, je vous remercie. Vous êtes très gentil. Ben voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur Kevin, toujours. C'est la dernière question, Kevin. Maintenant, il faut laisser la place aux autres. Je voulais juste donner, oui, Loris, je voulais juste donner un aperçu pour pas rentrer trop dans les détails. Après, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de me contacter et puis on peut parler de vos projets plus spécifiques et on peut vous aider pour ça. On est toujours intéressé par des nouveaux projets euh, pour de l'analyse ou pour le traitement d'images ou pour donner des conseils. Le script était écrit en quel langage de programmation? En fait, Imager a son propre langage de programmation qui s'appelle Macro. Donc, c'est un langage de macro. C'est beaucoup plus simple et accessible par rapport aux langages comme le Java ou le JavaScript. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser le langage macro qui est accessible à peu près à tout le monde. Une des ressources les plus importantes pour la macro, c'est ça. Si vous allez dans euh, Help Macro Function, et là, vous allez trouver l'ensemble de toutes les fonctions par ordre alphabétique qui sont disponibles dans ImageG. C'est un peu la Bible ou le dictionnaire plutôt, euh, euh, pour être plus précis, le dictionnaire des fonctions. Mais il y a même des exemples. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez directement euh, mettre l'exemple dans ImageG et puis le faire fonctionner. Donc, on peut faire des trucs très, 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 très compliqués et très avancés avec.